Pas d'énergie, pas d'économie. Beaucoup d'énergie disponible, l'économie croît. Sur le côté gauche, nous avons le PIB mondial. Et en bas, nous avons la quantité d'énergie disponible. Alors c'est en log de chaque côté, parce que c'est de l'exponentiel. Et là, ça c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Tout allait bien, de plus en plus d'énergie disponible, une économie qui croît. Et là, ça c'est le seul découplage qu'on ait vu récemment. Ce sont les années 83-2020. La numérisation, etc., on voit que ça n'a rien changé du tout. Plus d'énergie pour plus d'économie. Et quand il n'y a pas plus d'énergie disponible, ce sont les crises. C'est les crises du pétrole, 74-82, ce sont les crises autres. Alors des fois c'est la crise qui induit qu'on consomme moins d'énergie, etc., mais retenez ça, moins d'énergie engendrera forcément une récession. Et si vous reprenez tout ce qu'on a vécu par le passé, tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes sur Terre, vous allez voir qu'on peut le placer sur ce graphe. Et ça, ce graphe explique beaucoup de choses, parce que c'est la quantité d'énergie, de kilowattheure, disponible par personne. Et on voit qu'elle a beaucoup monté pour les gens qui sont nés en 1947. C'était le cas de mon père, un baby boomer. Donc toutes les années où il a forgé sa compréhension du monde, ce sont des années, ça se voit dans les 20-30 années qui ont suivi sa naissance, où il y a eu de plus en plus d'énergie disponible par personne. Et pour des questions énergétiques, quand on vous dit oui, on veut retrouver les 30 glorieuses, vous verrez que ça n'aura pas lieu. Parce que moi, je suis né, c'était presque la fin de la fête. Je suis né en 1971, et j'ai le souvenir des 10 premières années dans le business de mon père, ça marchait relativement bien parce que ça continuait à croître. Et à partir des années 80, on voit bien que l'énergie disponible par tête de pipe sur cette planète a plafonné. Et c'était plus du tout la même histoire. Et actuellement, on est au plafond, et si elle chute demain, ça va pas être l'histoire des 30 glorieuses. Même pas les 30 piteuses. Ma fille est née là, presque en l'an 2000, et le monde qu'elle va connaître ne va ressembler en rien du tout à un monde dans lequel l'énergie disponible par personne est une fonction croissante. C'est comme ça, vous pouvez trépigner autant que vous voulez. C'est lié à l'énergie. Pas lié aux politiques. Alors les politiques peuvent aggraver la chose, mais ils peuvent pas changer, ils peuvent pas vous créer de l'énergie comme ça. Parce que l'énergie, ce qui est fabuleux, c'est la liaison carbone-carbone. Là, je vous ai mis du charbon, mais en fait, c'est tous ces organismes vivants, parce que le carbone, pour des questions électroniques, libère beaucoup d'énergie quand il a une liaison avec un autre atome. Donc en cassant ça, on récupère plein de choses. Et ceux qui croient qu'on va trouver autre chose n'ont juste pas compris que dans le tableau périodique des éléments, qui reflète la structure électronique de la matière, il n'y a qu'une seule place quand tu es au carbone. Au même endroit, tu n'as qu'une seule place. Donc on ne va pas trouver autre chose. D'ailleurs, quand on regarde un peu ceux qui ont la même caractéristique juste dessous, on voit le silicium, il y en a nettement moins, c'est pas aussi intéressant, voilà. Je veux dire, si la vie s'est développée sur carbone, azote, oxygène, c'est pas un hasard. C'est des questions électroniques, c'est des questions de disponibilité dans l'univers, c'est des questions comme ça, donc on va pas trouver autre chose facilement. Pas de bol, la production de pétrole est en train de baisser, c'est-à-dire ça décline à un rythme alarmant, et quand on additionne sur chaque champ de pétrole, ce qui n'est pas juste comme une bouteille, c'est pas une bouteille où là tu te dis, tiens, il reste pas grand-chose là-dedans. Je veux dire, deviner ce qu'il y a dans un champ de pétrole, c'est beaucoup plus compliqué que de regarder ce qui reste dans une bouteille. Et c'est aussi beaucoup plus compliqué à vider. C'est à peu près comme aller prendre une éponge et appuyer dessus. Et encore, ça serait même se demander ce qu'il y a dans l'éponge, y aller avec une paille et tirer, et finalement on se dit, tiens, finalement ça sort moins bien. Parce qu'il y a des gens qui le font. Il y a des bases de données qui existent sur la planète comme ça, et le Shift Project, c'est acheter un accès à une des bases de données qui s'appelle Rashtat. Ça coûte une fortune, ça coûte des millions de dollars pour accéder. Et quand on regarde tout ce qu'il y a et qu'on additionne tous ces bazars, on voit qu'en 2035, c'est la fin de la fête. Si tout se passe bien. Et pour des questions politiques en Europe, on peut très bien se retrouver évincé beaucoup plus tôt du marché de la production de pétrole. Donc tout ça, ça nous montre que les 30 glorieuses, vous oubliez, l'avenir risque d'être un avenir sobre en pétrole, donc sobre en énergie, et donc en récession. Et on est là, pour vous rappeler, on est juste là.
Alors après les 30 glorieuses, les 30 piteuses, est-ce qu'on va avoir les 30 expieuses? Parce que malheureusement, c'est quand même à ça qu'il faut se préparer. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi ressemble la vie de notre collectivité, de nos communautés, de notre famille, dans un monde dans lequel l'énergie baisse et donc l'économie se contracte? En plus, bon, quand on crame du carbone, quand on l'envoie dans l'air, c'est pas fantastique parce que finalement on en a mis beaucoup. Alors certes, il n'y en a pas beaucoup en quantité, ça représente pas grand-chose dans l'atmosphère, mais comme on est parti pour en mettre quand même un sacré paquet de manière relative, il se trouve que ça augmente légèrement la température du climat et que rien ne nous permet d'affirmer qu'on n'est pas déjà sorti d'un climat qui permet la culture de nourriture. Quand j'ai compris ça, j'ai déprimé plusieurs jours. Parce que ça veut dire peut-être qu'aujourd'hui on est parti pour avoir un climat qui ne permet plus de cultiver la nourriture comme on l'a connue. Parce que pour l'instant, l'homme n'a pas démontré qu'il était capable de cultiver dans un climat qui n'est pas stable. Et on est plutôt en train de démontrer qu'on a bousillé le seul climat qu'on avait. Donc qu'est-ce qui va se passer? Localement, on voit que ça change. Là, je vous ai mis les degrés jour unifiés qui représentent l'effort de chauffe. C'est une mesure standard depuis un certain temps par rapport à l'hiver moyen. Et vous voyez que l'hiver moyen en question, depuis la flèche bleue, là, qui est la dernière fois qu'on a eu 4 hivers qui étaient plus froids que l'hiver moyen. À votre avis, elle remonte à quand? Ça remonte à 87. Ma fille, dont je vous avais dit qu'elle est née presque en l'an 2000, n'a connu que 3 hivers plus froids que la moyenne. Si localement on voit qu'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Mais le changement climatique, c'est pas un truc que vous pouvez appréhender avec vos sens facilement. C'est pas parce que il neige un coup très fort un 10 janvier que ça permet de dire regardez, le réchauffement climatique est faux. Non, c'est un truc sur les longues distances, c'est un truc avec des séries, c'est un truc qui est difficile à appréhender. Donc ça, ce sont des chiffres, ce sont des choses qui sont complexes à appréhender, et pourtant là on voit bien que on n'est plus très souvent plus froid que la moyenne. Mais ça veut dire qu'il y a des mauvaises surprises à venir. Ça veut dire que le changement climatique, si on veut le nier, on peut se dire tiens, regardez, comme là, je vous ai mis Catherine Winnick, l'actrice qui joue Lagertha dans Viking, qui pourrait avoir l'air séduisante, mais qui finalement tue de sang-froid. Donc on peut se dire, peut-être qu'avec le changement climatique, les plantes vont pousser plus vite, on pourra cultiver du syrah au lieu du sylvaner en Alsace, etc. Mais il y a forcément des mauvaises surprises, genre des Vikings qui débarquent chez toi quand tu ne l'avais pas prévu. Donc comment on se prépare? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui m'énerve, c'est qu'autour de moi, j'ai l'impression que personne n'a compris qu'on a poussé les 2 premiers dominos, et qu'en fait, des dominos, il y en a jusqu'au bout. On ne sait pas où ils vont s'arrêter. Donc, domino du début, ça peut être se dire, ok, il va y avoir des hausses de l'électricité, pour des questions conjoncturelles, mais aussi pour des questions que ça pose problème de continuer à en produire, surtout si on n'entretient pas les structures qui permettaient d'en produire par le passé. Des problèmes de hausse de prix du chauffage, donc là on est en plein dedans, ça c'est lié à la stupidité de la construction du marché de l'électricité en Europe, et de l'énergie et du gaz, mais ça, si ça engendre derrière des faillites d'entreprises et des hausses de besoins sociaux, vous voyez bien que ça va provoquer forcément des difficultés à payer les loyers. Si les loyers sont mal payés, forcément posséder des appartements est plus aussi génial. Et puis si les acheteurs n'ont pas les moyens d'acheter, ça s'appelle une chute de l'immobilier. D'ailleurs, les données à long terme montrent que derrière toutes les grandes catastrophes, l'immobilier a toujours chuté. C'est comme ça. Donc, des troubles sociaux, ça veut dire vandalisme et dégradation. Ça veut pas dire truc tranquille, quoi. On est plus proche du Viking qui vient tout casser que de la balade sympathique. Ça remet en question aussi notre capacité à nourrir tout le monde. Aujourd'hui, si vous coupez l'approvisionnement énergétique ou si les entreprises qui transportaient les biens s'arrêtent, les grandes villes meurent de faim en 3 jours. On est conscient. Alors, bien sûr, derrière, à long terme, moins de ressources, ça veut dire moins d'acier et de béton pour les travaux. Ça veut dire
moins de bitume routier pour refaire nos routes, mais vous voyez que c'est peut-être ce qui est le plus grave à long terme en volume, mais c'est pas forcément ce qui va être au premier ordre le plus important. Parce que comment est-ce que collectivement on va traverser tout ce bazar? Ça, c'est une vraie question. Quelle est la résilience de nos territoires? Quelle est la résilience de nos services face à des problématiques qui sont plutôt celles qui sont là, qui chauffent, qui sont en rouge? Le monde de demain, il risque d'être plus près, plus lent, plus simple. C'est fini les Jeux Olympiques, plus haut, plus loin, machin, je veux dire. C'est pas pour rien que les Jeux Olympiques ont été créés au début du XXe siècle. Au moment, c'était juste 5 minutes avant le début de la débauche d'énergie disponible, la société thermo-énergétique, et ils étaient que 2 milliards. Ils étaient 2 milliards au début du XXe siècle. On est presque 8. On a fait x4 et on consomme vachement plus. Donc finalement, par rapport à plus loin, plus fort, tous ceux qui vous promettent que le monde va être plus technologique, plus vite, que le progrès c'est d'avoir des routes intelligentes, des machins automatiques, des véhicules automatiques, mais j'ai envie de leur dire, oublie ça. Oublie ça, c'est pas ça qui va se passer pour des questions géologiques et d'énergie. Je parle même pas du carbone. Même si tu nies le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité qu'on commence sérieusement à voir, il serait temps de le voir, de nos propres yeux, rien que pour des questions énergétiques, tu oublies ça. C'est pas ça qui va se passer. Alors, comment préparer la Dream? C'était bien l'objet de la journée que nous avons tenue. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire globalement, qu'est-ce qu'on peut faire localement, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre direction pour nous préparer. Merci de votre attention.